Ce que vous voyez là, ce ne sont pas les restes d'une ancienne route ou d'un ancien mur perdu au milieu des montagnes. Ce que vous voyez là, ce sont les vestiges de l'un des pires drames de l'histoire de France moderne. Oui, je n'exagère pas. Mais alors, comment un barrage de 120 000 tonnes a-t-il pu se désintégrer en quelques minutes? Je me suis rendu sur place pour comprendre comment, en une nuit, il a pu causer la mort de plus de 400 personnes. Dans cette vidéo, je vous raconte toute son histoire, la décision judiciaire qui s'en est suivie, et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Sur Théo Raconte, chaque semaine je vous raconte des histoires incroyables, alors abonnez-vous si vous aimez ça et pour me soutenir. Nous sommes en 1952 dans le sud de la France, près de Fréjus. Après la Seconde Guerre mondiale, le sud de la France, notamment autour de Fréjus, connaît un fort développement touristique et agricole. Et on manque régulièrement d'eau pour l'alimentation en eau potable des communes voisines, pour l'irrigation des cultures fruitières et maraîchères de la région. Alors le 3 août 1950, le ministère de l'Agriculture donne son accord pour implanter un barrage sur le ruisseau Réran au lieu-dit Malpasset afin de répondre à tous ces besoins de développement. Et donc, 2 ans plus tard, c'est parti. À partir du mois d'avril 1952 et jusqu'en décembre 1954, on construit le fameux barrage de Malpasset. 220 mètres de long en crête, environ 65 mètres de hauteur, et ce barrage avait une épaisseur très faible, une prouesse technologique, environ 1,50 m d'épaisseur à son sommet. Cela en faisait l'un des barrages les plus fins d'Europe à l'époque. Le propriétaire et le financeur du projet n'est autre que le département dans lequel ce barrage est construit, le département du Var. Alors comme dit, le barrage c'était un barrage voûte très mince, conçu pour transmettre la poussée de l'eau vers les rives rocheuses sur les côtés. Ce type d'ouvrage, pour fonctionner, il exige une roche parfaitement stable et homogène. Et on va le voir avec la suite de l'histoire, c'est de là principalement qu'est venu le problème. Car en effet, sous la rive gauche du barrage se trouvait une faille géologique ancienne, des roches métamorphiques fracturées et des fissures profondes qui permettaient en fait l'infiltration de l'eau. Alors à l'époque, au moment de la construction du barrage, les études géologiques, elles sont beaucoup moins poussées qu'aujourd'hui. On n'a pas la même technologie, les mêmes instruments de mesure, et donc cette zone qui était en fait fragile, elle n'a pas été identifiée comme un danger majeur à l'époque. Et puis en plus, ce qui se passe en novembre 1959, c'est que de fortes pluies frappent continuellement le massif de l'Esterel. Le sol est complètement saturé en eau, le réservoir monte très rapidement et la pression hydraulique augmente fortement contre la voûte du barrage qui n'a jamais connu une telle pression depuis sa construction. Et précisément le 2 décembre 1959, l'eau derrière le barrage atteint un niveau qui n'a jamais été atteint depuis la fin de sa construction, c'est-à-dire il y a 5 ans. Voici la chronologie exacte du 2 décembre 1959. Le matin et l'après-midi, il pleut en continu des quantités d'eau absolument énormes. Le niveau du lac approche de la côte maximale, on n'a pas d'alerte majeure particulière, mais on surveille attentivement la situation. Vers 20 h, la pression contre le barrage est réellement maximale et on commence à observer de petites infiltrations, mais bon, rien d'inhabituel pour un barrage. Mais finalement, à 21h13, c'est la catastrophe que personne n'a vu venir, la rive gauche cède brutalement et le barrage est détruit quasiment instantanément. La hauteur d'eau estimée au moment de la rupture était d'environ 50 mètres de hauteur derrière le barrage. C'est impressionnant parce qu'il faut vraiment se dire que le barrage était à ce niveau-là et se prolongeait tout le long. Donc là, derrière moi, on avait un mur gigantesque pour le barrage et tout s'est rompu, s'est cassé et des blocs de plusieurs tonnes ont été emportés dans la rivière à des centaines de mètres en contrebas. Des blocs de béton armés de plusieurs milliers de tonnes sont projetés sur des centaines de mètres et on les retrouve en contrebas de la rivière encore aujourd'hui, c'est très impressionnant. Plus on se rapproche du barrage, plus on remonte la rivière et plus on voit des vestiges, des restes, des blocs absolument énormes qui a priori faisaient partie du barrage et qui ont été balayés avec
avec la catastrophe et qui se retrouve tout le long de la rivière. L'eau se propage et elle dévale la vallée en contrebas, la vague détruit tout sur son passage et arrive au niveau de la ville de Fréjus en contrebas. La vague atteint Fréjus environ 20 minutes après la rupture du barrage et elle fait encore, au niveau de la ville, entre 3 et 5 mètres de hauteur. Cette vague d'eau et de boue qui transporte tout sur son passage va faire 423 morts en quelques minutes. Il y a des centaines de blessés, de nombreux disparus et plusieurs milliers de personnes qui se retrouvent sinistrées. Ça s'est effondré. La vague du coup devait faire cette taille-là, cette hauteur. Et une voie ferrée est même sectionnée, on en retrouve encore des vestiges aujourd'hui près du barrage. Et là ce qui est incroyable, c'est qu'on a même des vestiges de l'ancienne ligne de chemin de fer qui passait ici, qui a été ravagée avec la catastrophe, et donc on a encore des rails. Alors évidemment, il y a un procès et une décision judiciaire est rendue en 1967, soit 8 ans après la catastrophe. Et la décision des tribunaux est claire, la catastrophe est considérée comme résultant d'une erreur d'appréciation géologique non détectable avec les moyens de l'époque. Toutes les personnes ayant travaillé sur le projet du barrage, et notamment l'architecte, sont relaxées. Personne n'est considéré par la justice comme responsable du drame, on avait juste simplement pas les outils nécessaires pour évaluer le danger à l'époque. Alors évidemment, cette catastrophe du barrage de Malpasset, elle a profondément transformé l'ingénierie hydraulique en France et en Europe. Aujourd'hui, quand on construit un barrage, les études géologiques, elles sont renforcées avec une instrumentation systématique pour suivre en temps réel les mouvements de terrain et éventuellement les infiltrations d'eau pour prévenir ce genre de problème. On a également mis en place des plans d'urgence en aval des barrages. En cas d'urgence, on sait comment évacuer rapidement la population. J'espère que cette histoire incroyable vous a intéressé. On se retrouve dimanche prochain sur Théo Raconte pour une nouvelle histoire incroyable, alors abonnez-vous.